la deuxième partie de cette session concernant la prise en charge thérapeutique de la nage et qui va être animée par professeur Baizri. Donc je passe la parole à notre cher professeur et maître, professeur Boumejdo. Donc je pense qu'on fera la session de questions après. Donc après le professeur Baizri, qui est spécialiste du Val-de-Grâce et chef de service d'endocrinologie diabétologie à l'hôpital militaire de Marrakech. Merci, cher maître. Merci, cher ami. Avant de commencer, je tiens à remercier le comité scientifique de ce congrès et en particulier le professeur Herbi qui a bien voulu accepter de rajouter cette thématique sur le programme scientifique de cet événement. Et ceci, c'était à ma demande parce qu'il y avait rein et diabète, il y avait œil et diabète. Et je me suis posé la question, pourquoi pas foie et diabète? Et ceci pour deux raisons. D'abord parce que j'estime, et comme l'a très bien dit mon ami le professeur Ismaili, c'est une pathologie orpheline. Malheureusement, elle est prise en charge par les entérogastrologues à un stade tardif, au stade de cirrhose, voire même de carcinome hépatocellulaire. Et puis, nous, de notre côté, on estime que c'est banal, c'est une pathologie assez bénigne, qu'il ne faut pas aller plus loin et qu'on laisse devant une échographie qui montre une stéatose, un bilan hépatique qui est perturbé. Il n'y a pas de prise en charge bien codifiée. Et la deuxième raison, c'est que actuellement, cette pathologie hépatique, je peux dire qu'elle est considérée actuellement comme un facteur de risque cardiovasculaire indépendant, mais malheureusement, on passe à côté. Alors moi, si je vais me baser dans cette présentation sur les dernières recommandations européennes de 2016, et je vais essayer de ne pas revenir sur les choses qui ont été dites par mon ami le professeur Ismaili. Alors, comme vous le savez, la maladie stéatosique non alcoolique du foie, dite NAFL, est actuellement considérée comme une préoccupation majeure de santé publique en raison de sa prévalence accrue dans le monde entier, mais également en raison des séquelles potentiellement graves. C'est une manifestation hépatique du syndrome métabolique et un facteur de risque de diabète, de dyslipidémie et d'HTA. Et ça englobe un large éventail, comme l'a très bien dit mon ami professeur Ismaili, un large éventail de troubles du foie, allant de la simple stéatose hépatique à la forme la plus sévère dite NASH et arrivant à la fin aux complications, en particulier la cirrhose, voire même le carcinome hépatocellulaire. Alors, actuellement, la compréhension de la physiopathologie de la NASH a considérablement évolué et cette pathologie est associée à une double morbimortalité. Il y a la morbimortalité de cause hépatique, mais également la morbimortalité d'origine cardiovasculaire, comme on va le voir tout à l'heure. Et puis, le dépistage non invasif, ça a été dit, est possible tant de la stéatose que de la fibrose. Et ce dépistage non invasif va nous permettre de proposer un traitement, une thérapeutique et un suivi adéquat. Alors, le traitement optimal de la NASH devrait réduire la morbimortalité hépatique, mais également la morbimortalité métabolique et cardiovasculaire. Actuellement, il y a quelques thérapeutiques qui ont prouvé leur efficacité. Il y a d'autres pistes qui sont en train d'être explorées, des molécules qui sont sujets à des essais, à des études pour une éventuelle indication dans cette pathologie. Alors, en tant que diabéto-endocrino, généralement, devant un diabétique de type 2, ou un obèse, ou un dyslipidémique, ou un hypertendu, on se pose plusieurs questions. Chez qui faire le dépistage de cette pathologie? Comment faire ce dépistage? Quel stade? Le professeur Ismaili en a parlé. Quoi faire devant une maladie stéatosique non alcoolique du foie ou bien carrément une NASH? Comment traiter cette pathologie? Et enfin,
quand référer le patient à un spécialiste, un hépatologue ou un gastro-entérologue. Alors, je ne vais pas revenir sur la définition. Donc, il y a la maladie non stéatosique non alcoolique plutôt du foie, où il y a la stéatose simple, mais il y a également la NASH, avec le risque d'évoluer soit vers la cirrhose, soit directement vers un carcinome hépatocellulaire. Et puis sur le plan épidémiologique, actuellement, la stéato ou la maladie stéatosique non alcoolique du foie est un problème de santé publique majeur, puisqu'il y aurait environ 1 milliard de personnes dans le monde. C'est la première cause de perturbation du bilan hépatique en Europe et aux États-Unis. C'est l'hépatopathie la plus fréquente chez l'adulte et l'enfant, avec une prévalence entre 20 et 50%, et tout en sachant que cette prévalence a doublé au cours des 20 dernières années. Et comme l'a dit le professeur Ismaili, c'est une pathologie qu'on peut retrouver même dans 7% des cas, même chez des patients avec un poids normal, voire des patients qui sont maigres. Donc il ne faut pas toujours se dire on va faire le dépistage que chez les patients qui sont en surpoids ou bien obèses. Et puis la NASH, sa prévalence est d'environ 20% en cas de maladie stéatosique non alcoolique du foie. C'est la 3e cause de cirrhose aux États-Unis, avec une distribution mondiale étroitement liée à l'endémie de diabète et de l'obésité. Et elle est considérée également comme un problème de santé publique avec une augmentation progressive des coûts de santé. Là, c'est juste une pyramide qui reprend cette prévalence. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Alors, j'arrive au côté ou bien au chapitre physiopathologie, qui est très important, puisque, comme vous le savez, l'histoire naturelle du diabète commence bien sûr par une prédisposition génétique. Il y a également les effets épigénétiques, il y a le mode de vie avec l'obésité, il y a la sédentarité, et puis il y a le principal mécanisme qui est représenté par l'insulinorésistance et qui va entraîner d'abord une intolérance aux hydrates de carbone avant d'entraîner un authentique diabète de type 2. Alors, comme le diabète, la pathogénie de la de la maladie stéatosique non alcoolique du foie implique probablement plusieurs organes. Ça implique le tissu adipeux, le pancréas, l'intestin et également le foie. Et ça, c'est, comme on va le voir, c'est une relation très complexe. D'abord, il y a les facteurs génétiques, comme pour le diabète. Il y a tout ce qui est alimentaire, l'alimentation riche en gras et riche en glucides. Il y a également, et ça c'est une notion très importante, la modification du microbiote intestinal, responsable de la sécrétion ou bien de la production de métabolites toxiques. Il y a l'insulinorésistance au niveau du tissu adipeux, et puis il y a également des phénomènes au niveau intrahépatique qui participent à l'apparition de cette pathologie. Alors là, je vais simplifier l'explication de ce schéma. Il faut voir ces deux colonnes. Alors là, c'est juste le côté physiopathologique du point de vue d'un diabète endocrino. D'abord, il y a l'apport riche en glucides, et notamment le fructose et le glucose plutôt, qui va être à l'origine d'une augmentation de la production hépatique d'acides gras. Et puis, il y a l'apport alimentaire riche en gras qui va être responsable de la production ou bien de la synthèse d'acides gras circulant dans le sang. Ces deux phénomènes vont entraîner une lipotoxicité hépatique, et cette lipotoxicité hépatique va être responsable de lésions hépatocellulaires, d'inflammation, et ces deux phénomènes vont aboutir à l'apparition de la NASH, de la cirrhose ou bien d'un carcinome hépatocellulaire, sans oublier qu'il y a d'autres facteurs dont on a parlé, le microbiote intestinal, le stress oxydatif et le cholestérol. Donc ça, c'est une vision simpliste parce que c'est très complexe et c'est très lié. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre la NASH et le risque cardiovasculaire et métabolique? Et pour faire simple, encore une fois, quand on a une stéatose hépatique, il faut se dire qu'il y a une stéatose d'autres organes nobles, notamment cardiaques et rénales. Et cette stéatose
au niveau cardiaque ou bien au niveau rénal va être responsable d'augmenter ou bien être responsable d'un risque cardiovasculaire élevé, puisqu'il va y avoir des troubles du rythme cardiaque, une maladie chronique rénale, une dysfonction cardiaque, une hypertrophie cardiaque, voire même une insuffisance cardiaque congestive et même parfois des valvulopathies au niveau surtout aortique. Donc là, on voit qu'à travers cette slide, que l'explication ou bien les connexions ou bien la relation entre la maladie stéatosique non alcoolique, que ce soit la NASH ou bien la stéatose simple, est très reliée à d'autres complications, notamment sur le plan cardiovasculaire, mais on dirait que c'est un cercle vicieux, donc il n'y a pas on ne peut pas dire qui est le mécanisme initial qui a donné cette stéatose hépatique ou bien cette stéatose au niveau des organes cibles. Là, c'est une méta-analyse assez récente qui a été publiée en 2017 et qui met le point sur ce risque cardiovasculaire qu'on peut trouver chez les patients qui ont une stéatose hépatique. Alors, cette méta-analyse a colligé à peu près 34 000 personnes ou patients issus de 16 études de cohorte d'observation. Et cette méta-analyse a démontré que la présence d'une maladie stéatosique non alcoolique du foie, qu'elle soit diagnostiquée par imagerie ou par histologie, était associée à une augmentation de près de 65% du risque de développer des maladies cardiovasculaires mortelles et non mortelles, et que ce risque augmentait avec l'augmentation de la sévérité de cette maladie. Donc là, c'est clair et net qu'il y a une relation entre la maladie stéatosique non alcoolique du foie et le risque cardiovasculaire qui est très, très, très majoré en cas de cette maladie. Alors j'arrive aux recommandations européennes concernant cette pathologie, puisque ces recommandations insistent sur le dépistage des maladies cardiovasculaires qui est obligatoire chez toutes les personnes atteintes de stéatose hépatique chronique, car les complications cardiovasculaires dictent souvent le résultat. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et on voit clairement à travers le schéma que je vous ai montré sur la physiopathologie, la méta-analyse et les recommandations européennes qu'il y a un lien, une relation bidirectionnelle entre la maladie stéatosique du foie, non alcoolique bien sûr, le syndrome métabolique, le diabète, l'hypertension artérielle et l'obésité, tout en sachant qu'il y a toujours, dans ce cas, une morbimortalité cardiovasculaire qui est majorée. Alors, chez qui faire le dépistage, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, ça a été très bien dit par le professeur Ismaili. Donc, les patients présentant des facteurs de risque métabolique, notamment une insulinorésistance, ou bien une obésité ou un syndrome métabolique, doivent être soumis à des procédures ou bien des explorations permettant de diagnostiquer cette maladie hépatique. Alors, toutes les personnes souffrant de stéatose doivent faire l'objet d'un dépistage du syndrome métabolique. Là, on part de la stéatose vers le dépistage du syndrome métabolique ou bien du diabète, indépendamment des enzymes hépatiques. Même si les enzymes hépatiques sont normales, il ne faut pas hésiter à faire le dépistage du syndrome métabolique. Et tous les individus avec des anomalies persistantes des enzymes hépatiques doivent faire l'objet d'un dépistage de la stéatose hépatique non alcoolique. Et chez les sujets obèses ou atteints de syndrome métabolique, le dépistage de la stéatohépatique non alcoolique devrait faire partie du bilan de routine. Donc là, c'est clair et net. Et chez les personnes à haut risque, il est conseillé de dépister la maladie à un stade précoce. Là, je ne vais pas revenir sur le bilan ou bien l'évaluation qu'on devrait faire chez un patient à haut risque d'avoir cette stéatose. Donc, l'évaluation de la consommation d'alcool, les antécédents personnels de diabète et personnels également familiaux de diabète, d'HTA, de maladies cardiovasculaires, les mesures nécessaires, la mesure de la glycémie basale, l'hémoglobine glyquée, voire même la réalisation d'une HGPO, la numération formule sanguine, le bilan hépatique, l'acide urique et également la place très importante de l'échographie. Alors,
y a-t-il des explorations à faire, mais des explorations non invasives de la stéatose? Ça a été dit par le professeur Smaili, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Donc il y a à côté de l'échographie, on peut utiliser le FLI, et je vous invite à aller voir ça sur des calculateurs sur Internet qui permettent de calculer ces scores. Et puis, il y a également le NFS, et là, ce sont les paramètres sur lesquels on peut se baser pour avoir des résultats. C'est la même chose de la fibrose. Il y a d'autres biomarqueurs qu'on peut utiliser, le NFS, le FIB4, le fibrotest, le fibromètre et les PAS-scores. Donc, c'est des scores qu'on peut utiliser pour classer nos patients. Alors, pour faire simple, et tout à l'heure, le professeur Smaili a présenté un algorithme de prise en charge en tant qu'endocrinodiabéto. Devant tout patient ayant une obésité, un diabète de type 2 ou bien un syndrome métabolique, il faut bien sûr faire le dépistage des autres facteurs de risque cardiovasculaire, faire une échographie et également un bilan hépatique minimal, donc acétalate et gamma-GT. En cas d'anomalie, il ne faut pas hésiter à calculer les scores NFS et le score FIB4. Et si la fibrose est inférieure à 3, donc le patient va être classé en fonction des résultats de ces scores, soit à faible risque, soit à risque intermédiaire, soit à haut risque qui nécessiterait éventuellement une biopsie hépatique. Et en fonction du niveau de risque, ce patient va être soit suivi tous les 2 ans, soit il va être adressé chez un spécialiste pour plus d'investigation, soit bien évidemment avoir une biopsie hépatique pour asseoir un diagnostic. Et je crois que cette frontière, il faut essayer de la respecter, parce que nous, en tant qu'endocrino, on n'a pas l'habitude de suivre ce profil de patient. Je crois qu'une fois la stéatose hépatique ou bien la maladie stéatosique non alcoolique du foie est posée, le diagnostic est posé, il faut passer la main à l'hépatologue pour une meilleure prise en charge. Mais jamais laisser une stéatose comme ça et se dire c'est une simple stéatose, on ne fait rien, on s'acharne sur le diabète, sur l'HTA, sur la dyslipidémie et on oublie le foie. Alors j'arrive au vif du sujet qui est la prise en charge de cette pathologie par le diabétologue. Alors c'est quoi le rationnel thérapeutique? D'abord, et ça je l'ai montré sur la plaque de la physiopathologie, les cibles du traitement sont la résistance à l'insuline et le stress oxydatif. Et les objectifs du traitement de la NASH, c'est d'abord la réduction des lésions histologiques, mais ça passe par l'amélioration de la résistance à l'insuline et également l'amélioration des enzymes hépatiques. Et malheureusement, en l'absence de traitement pouvant représenter un standard de référence, la prise en charge du NASH se concentre sur les maladies associées, notamment le diabète, l'HTA et la dyslipidémie, et la NASH devrait bénéficier d'une prise en charge agressive afin de prévenir la progression vers une cirrhose. Alors là, c'est juste une plaque qui montre les cibles thérapeutiques sur lesquelles on peut agir. D'abord l'insuline-résistance, et puis il y a d'autres cibles qui sont en cours d'essai. Il y a aussi l'inflammation, il y a l'apoptose et également la fibrose. Alors, d'une façon très simple, ce qui est recommandé, c'est d'abord agir sur le mode de vie. On va voir pourquoi. Perte de poids, activité physique, contrôle des facteurs de risque, donc diabète, HTA, dyslipidémie, syndrome d'apnée du sommeil, et puis peut-être avoir recours à un traitement médical à base d'antioxydants, type vitamine E, ou bien d'agonistes PPAR gamma, notamment la pioglitazone, et puis sans oublier la place du traitement chirurgical, qui est la chirurgie bariatrique. Alors, concernant la perte pondérale, il faut savoir qu'il y a un effet perte de poids dépendant. Plus on perd du poids, plus on gagne. Alors, une perte de 3 à 5% du poids initial permet une diminution de la stéatose. Une perte de 7 à 9% du poids permet une diminution de l'inflammation. Et puis, une perte qui dépasse 10% permet une régression de la fibrose. Et ça, c'est très important.
Et puis, c'est la même chose pour l'activité physique. Une activité physique de 150 minutes par semaine de type modéré diminue les marqueurs de fibrose hépatique. Là, c'est juste une plaque qui récapitule c'est-à-dire l'hygiène de vie ou bien les modalités sur lesquelles on peut agir pour améliorer cette stéatose. Alors, bien sûr, le traitement des autres facteurs de risque, ça va de soi. Donc, il y a la NASH, il y a également le diabète, il y a l'HTA, il y a la dyslipidémie, le syndrome d'apnée du sommeil, l'obésité, le tabagisme. Donc, il faut agir sur l'ensemble des facteurs de risque cardiovasculaire pour avoir un bon résultat. Et puis, j'arrive au traitement médical. Il y a d'abord l'agoniste PPAR-gamma, la pioglitazone qu'on connaît très bien, mais malheureusement, on ne l'a pas au Maroc, et qui permet une réduction de la stéatose, mais également de l'inflammation, y compris chez les patients non diabétiques. Donc ça reste un moyen thérapeutique qu'on peut utiliser chez les patients qui ont une stéatose. Le deuxième médicament, c'est un antioxydant, c'est la vitamine E, et qui permet également une réduction de la stéatose, de la ballonisation et de l'inflammation, mais sans effet malheureusement sur la fibrose. Il faut savoir que cette classe thérapeutique a un effet uniquement suspensif, puisque ça nécessite un traitement au long cours, au risque d'avoir des complications cardiovasculaires, notamment les AVC hémorragiques. Alors, dans notre pratique, on entend très souvent qu'il y a des médicaments qui sont prescrits dans le cadre de la stéatose hépatique, et notamment la metformine. Malheureusement, et selon ce papier qui est publié en 2018, la metformine n'a pas d'effet sur le plan histologique, n'a pas de bénéfice sur le plan histologique, comparativement à la pioglitazone ou bien comparativement aux analogues de GLP-1, alors que les autres également n'ont pas d'effet sur le plan histologique. On peut gagner sur l'insulinorésistance, on peut gagner sur le poids, on peut gagner par rapport à la distribution adipeuse au niveau du corps, sur le bilan hépatique, mais jamais sur le plan histologique. Il y a les deux médicaments, les deux classes thérapeutiques, ce sont les glitazones et les analogues de GLP-1 qui peuvent entraîner une amélioration de la fibrose. Alors les statines, ça a été dit à un certain moment, comme quoi on peut les utiliser comme moyen thérapeutique en cas de stéatose, mais selon les dernières recommandations, ils n'ont pas de place. Et puis j'arrive au traitement chirurgical, puisque actuellement on sait que la chirurgie bariatrique ferait disparaître la NASH dans 85 à 90% des cas. Ça, c'est très important comme résultat. Et les indications, vous les connaissez, soit un IMC supérieur à 40 kg par mètre carré, ou bien un IMC supérieur à 35 avec d'autres comorbidités, notamment la NASH. Et cette chirurgie bariatrique permet la réduction de la fibrose dans 35% des cas. Et vous voyez que rien qu'avec la perte pondérale, l'activité physique et la chirurgie bariatrique, ce sont les seuls thérapeutiques qui permettent la réduction de la fibrose. Les autres, ils agissent beaucoup plus sur les autres phénomènes inflammatoires et stéatosiques. Alors, ce qui est en cours d'étude, il y a d'abord cette classe thérapeutique, c'est l'acide obéticolique. C'est un essai en phase 2 qui permet de diminuer le score NAS de 2 points. Il y a une étude en phase 3 qui est en cours, mais toujours est-il qu'il y a un risque d'augmentation du LDL cholestérol et un risque d'événements cardiovasculaires. Il y a une autre classe thérapeutique qui est en cours d'étude, c'est un agoniste PPAR-gamma et PPAR-alpha. Toujours, c'est un essai de phase 2 et qui a démontré une régression significative du score NAS. Alors là, c'est une plaque qui montre les mécanismes et les cibles thérapeutiques des nouvelles molécules dans le traitement de la stéatohépatique non alcoolique. Il y a d'abord les molécules qui vont agir sur la stéatose, des molécules qui vont agir sur le stress oxydatif et également sur l'inflammation, et des molécules qui vont agir sur la fibrogénèse. Et je vous signale que la plupart de ces molécules sont en cours d'étude, ils ne sont pas encore commercialisés. Alors en conclusion,
Une maladie stéatosique non alcoolique du foie doit être recherchée chez tout patient ayant une insulinorésistance, un surpoids ou une obésité, un syndrome métabolique, un diabète de type 2 ou bien une anomalie du bilan hépatique. La découverte à l'imagerie d'une stéatose hépatique, quel que soit le bilan hépatique, doit rechercher les paramètres du syndrome métabolique. L'évaluation non invasive de la fibrose hépatique est nécessaire à la prise en charge des patients et la collaboration diabétologue et pathologue est primordiale pour une meilleure prise en charge. La présence d'une maladie stéatosique non alcoolique du foie devrait faire partie, à mon avis, des facteurs de risque cardiovasculaire. Il ne faut pas se dire c'est un patient diabétique hypertendu, il a une stéatose, ce n'est pas grave. Donc c'est grave parce qu'on a vu que le risque cardiovasculaire est majoré en cas de présence de cette maladie. Alors actuellement, on dispose d'un traitement efficace, notamment la perte pondérale et l'activité physique, mais seulement 2 médicaments qui sont actuellement recommandés, la pioglitazone et la vitamine E, en plus de la chirurgie bariatrique. Et la recherche de nouveaux médicaments est actuellement très active et je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur Baïzri, pour votre brillante présentation.